Yo, on se retrouve pour un épisode rapide sur Ethereum. Je vais essayer de récapituler un petit peu ce qu'est Ethereum et pourquoi c'est extrêmement intéressant. Il y a plein de gens qui connaissent mal Ethereum et qui ont souvent des idées reçues fausses sur Ethereum parce qu'il y a des idées reçues qui circulent. Et du coup, on va remettre les bases. Qu'est-ce que Ethereum, comment ça s'est développé. Et peut-être, vous allez voir que petit à petit, au début, ça va être très facile à comprendre. Peut-être que vous n'allez pas apprendre grand-chose. Et puis, je vais monter de plus en plus dans les détails. Je pense que vous allez apprendre des trucs, parce qu'il y a beaucoup d'idées reçues sur Ethereum et beaucoup de choses qui sont parfois fausses ou mal comprises. Voilà, ça va être crescendo. Essayez de tenir jusqu'au bout. Je pense que ça va être très intéressant. Du coup, je commence avec Vitalik, que vous connaissez forcément, je pense, le créateur d'Ethereum. Qui de base bossait autour de Bitcoin, il faisait des blogs à propos de Bitcoin, il était payé plusieurs Bitcoins par article, c'était hallucinant. Et il a eu l'idée de Ethereum parce que de base son personnage dans WoW s'est fait nerf un jour et ça l'a saoulé parce qu'il s'est dit bah, en fait ce personnage ne m'appartient pas, c'est la team derrière WoW qui décide de sa puissance. Et du coup, il a décidé de lancer Ethereum en 2016. Enfin, bien avant, mais l'ICO s'est fait en 2016. Et je voulais revenir sur l'ICO parce que, pareil, il y a beaucoup d'idées reçues là-dessus qui disent que Ethereum a eu énormément de pre-mine. C'est faux. C'est complètement faux. Vous avez ici la répartition. En orange, ici, c'est le montant de l'ICO. Donc, l'ICO, c'était de la vente publique, permissionless. N'importe qui pouvait en acheter en donnant des bitcoins. En vert, c'est les récompenses de mining, parce qu'à l'époque, c'était un proof of work, on reviendra là-dessus. Et en bleu, c'est ce qui a été pre-mine pour l'Ethereum Foundation et pour la team. Et investisseurs, évidemment. Donc, c'est pas tant que ça, en fait. C'est vraiment pas tant que ça. Voilà. Autre chose, une année plus tard, la DAO s'est fait hacker. Il y avait une DAO qui avait la majorité des... Enfin, la majorité. Qui avait beaucoup de supply, qui avait 150 millions en USD. C'était les 10% qu'on a vu là. Hein. Et elle s'est fait hack parce qu'il y avait un problème dans le code, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'audit, il n'y avait rien, c'était le début des smart contracts. C'est pas pareil qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, quand un L1 se fait hacker ou une DAO se fait hacker, il y a quand même de grosses questions à se poser, parce qu'il s'est passé 10 ans. Et en 10 ans, maintenant, on a plein d'audits. À l'époque, c'est pas pareil. On ne peut pas comparer ce hack à des hacks d'aujourd'hui. C'est incomparable. Là, on venait vraiment d'inventer le smart contract. Je reviendrai sur ce qu'est le smart contract juste après. C'est un événement qui a fait beaucoup de mal à Ethereum. Ils ont été obligés de hard fork, c'est-à-dire qu'ils sont revenus en arrière sur la chaîne et ils ont fait ce qu'on appelle un fork, c'est comme une fourchette, c'est-à-dire qu'il y a deux chemins qui partent dans deux directions différentes et le social layer, les acteurs d'Ethereum choisissent un chemin. Le chemin original existe encore, il s'appelle Ethereum Classic. C'est les gens qui ont refusé ce hard fork et qui ont dit non, tout ce qui se passe, on le garde. Et voilà, c'est devenu le Ethereum classique qu'on connaît. Donc c'est-à-dire que l'Ethereum d'aujourd'hui, c'est pas l'Ethereum original, c'est l'Ethereum qui est hard fork et qui a effacé cet événement. C'est quelque chose qu'on n'a pas envie de faire souvent, hein. C'est très très douloureux un hard fork, parce qu'il faut que tous les acteurs soient d'accord, et ça tend à diviser le social layer. Je reviendrai encore sur ce que c'est le social layer. On va parler de la tech, juste la smart contract, parce que les gens ont tendance à sous-estimer ce que c'est un smart contract. En réalité, c'est une vraie dinguerie. Un smart contract, ça permet déjà d'éliminer le middleman dans un contrat. Quand tu fais un contrat à ta banque, il faut passer par des gens qui signent et d'autres gens qui signent. À chaque fois, il faut les payer, ces gens. Et puis, ça ralentit vachement le process en plus. Avec les smart contracts, t'as pas besoin de ça. C'est automatique, c'est du peer-to-peer. Et en plus de ça, quelque chose qui est rarement mis en avant, c'est que c'est immuable. À partir du moment où ton smart contract est dans la blockchain et que tu jettes tes clés, il faut les jeter évidemment, sinon quelqu'un peut les modifier, il est immuable. C'est ce que fait Uniswap Labs par exemple. Les contrats d'Uniswap Labs sont immuables. Si Uniswap Labs se fait attaquer par le gouvernement et qu'on essaie de chercher leurs clés, il n'y aura pas. Nous, on pourra toujours utiliser Uniswap. Donc, il n'y a rien à faire, c'est incensurable. Et c'est ça le pouvoir des smart contracts, c'est que c'est incensurable, on peut faire plein de choses avec. Je trouve ça incroyable et je trouve que c'est rarement mis en avant. Quelques données rapides, aujourd'hui, Ethereum a 6000 full nodes et 1 million de light nodes. La différence en réalité,
On le voit ici. C'était pas celui-là que je voulais, c'était celui-là. En fait, les light nodes, ils ont le minimum requis. Ils ont besoin de très peu d'hardware et de très peu d'historique de data. Ils vont se baser sur l'historique des full nodes. Et eux, les light nodes, vont juste vérifier le bloc header des blocs. Alors que les full nodes, eux, ils ont toute la data et ils vont vérifier absolument toutes les transactions et tous les blocs. Alors, je baisse un peu la musique. Tac. Voilà, donc 1 million de light nodes, 6000 full nodes. Évidemment, les full nodes représentent la plus grosse sécurité, mais les light nodes permettent de décentraliser un maximum sur le consensus. Donc c'est quand même très intéressant. À quoi ressemble une blockchain à l'intérieur? Aujourd'hui, ça ressemble à ça. Évidemment, ça a évolué depuis 2016. Mais ça ressemble à ça. On a l'utilisateur qui soumet des transactions à la mempool. La mempool, c'est une piscine, comme pour ça que ça se dit pool, mais bref, une piscine, un bac rempli de transactions en attente. Et ces transactions vont payer des fees différents. Et plus le fee est haut, plus il sera pris par les proposeurs ou les MEV searchers pour être inclus dans le bloc. Alors ici, on a du coup le MEV searcher qui va essayer de trouver de l'arbitrage. Je vais sortir une vidéo sur MEV qui sera un peu plus claire pour ces acteurs-là. C'est un peu des acteurs différents qui vont du coup les donner au block builder, qui vont du coup les donner aux proposeurs en payant un petit billet sur la table. Sinon, ça passe des fois directement par le proposeur qui le lance aux attesteurs. Et qui sont inclus dans la blockchain. Donc en fait, ça c'est vraiment les acteurs, les validateurs du réseau. Voilà. Tac tac. Alors, j'avais dit qu'au départ, c'était un proof of work. Ethereum a transigé vers un proof of stake en 2021. Ça a mis un peu de temps, parce que c'était assez douloureux aussi. De base, il y avait le Proof of Work et la Beacon Chain qui étaient en parallèle. Donc il y avait le Proof of Stake et le Proof of Work qui marchaient en parallèle. Et petit à petit, on est passé en full Proof of Stake. Ça a mis un peu de temps, il y a eu beaucoup de FUD. Je mets ça en parallèle avec ce qui se passe aujourd'hui parce que Ethereum, c'est une blockchain qui a tendance à innover. Ça, c'est un truc qu'on ne peut pas lui reprocher. Elle innove tout le temps et les gens n'arrêtent pas de FUD tout le temps. Parce qu'ils ne comprennent pas, souvent ils n'ont pas la vision long terme et ils ont peur du changement. C'est ce qui se passe aujourd'hui avec les L2, et c'est ce qui s'est passé à l'époque avec le Proof of Stake. Moi, je me souviens, j'étais là, ça n'arrêtait pas de FUD autour d'Ethereum. C'était en mode, ouais, mais ça va être moins sécure, ça va être centralisé. En plus, au début de The Merge, donc le moment où c'est passé en Proof of Stake, les validateurs ne pouvaient pas retirer leur stake, donc ils ne pouvaient pas vendre. Donc il y avait des gens qui disaient, oui, mais le jour où ils pourront, Ethereum va se casser la gueule parce que tout le monde va vendre. Ça n'est jamais arrivé. Il y a tout le temps du FUD sur le changement. Surtout sur une blockchain aussi grosse qu'Ethereum, parce que on aime bien tacler les gros quand même. Alors qu'en réalité, c'était hyper malin. Vraiment, je comprends pas que les gens aient pu FUD. Je pense que c'était un gros manque d'éducation. Il y a une différence entre le Proof of Work et le Proof of Stake. Ne serait-ce que pour la sécurité. On a tendance à croire en France, je trouve plus qu'aux US, vraiment en France, on n'a pas beaucoup évolué depuis 2020. Parce qu'on a tendance à croire que le Proof of Work est plus secure que le Proof of Stake, ce qui est faux, ce qui est complètement faux. Je ne vais pas dire que le Proof of Stake est plus secure que le Proof of Work, mais sur certains aspects il l'est, et je pense que ça se vaut, ou en tout cas c'est assez compliqué de savoir qui est plus secure. Ce qui est sûr, c'est que sur la finalité, il est plus secure. Ça, il n'y a pas de débat. En clair, sur le Proof of Work, on a ce qu'on appelle de la finalité probabilistique. La finalité, pour vous faire comprendre, je l'ai là, voilà. En fait, quand vous envoyez une transaction Ethereum et qu'elle est inclue dans le bloc, elle n'est pas finalisée, elle est confirmée. C'est la différence entre confirmer et finaliser. C'est-à-dire que vous avez la confirmation que c'est fait et que vous pouvez réutiliser l'argent. Mais la finalité, c'est le moment où la transaction est irréversible. À partir du moment où elle est finalisée, elle est irréversible, mais entre deux, elle ne l'est pas. Et ça prend 12 minutes sur Ethereum. Donc 12 secondes de confirmation, 12 minutes de finalité. Et ça demande les 2 tiers des validateurs qui sont un consensus des 2 tiers des validateurs et qui disent ok, ça c'est l'organisation, la bonne organisation, on est d'accord sur ça et on ne peut plus revenir en arrière à partir de ce bloc-là. Voilà, ça prend du temps. Ça prend du temps et c'est ça qui crée de la finalité déterministique. Elle est déterminée, on le voit là, ta TX elle est là, au bout de 12 minutes, ta sécurité elle fait ça.
c'est sûr. Elle est rentrée, on ne peut plus rien faire, parce que même si un acteur a plus de 66% de la supply, du stake, il ne peut pas réorganiser, parce qu'il a besoin du consensus. Et le consensus, ce sont plein d'adresses, ce sont plein de personnes. C'est pas juste du stake. Et ça, c'est un mur de sécurité qui est énorme, qu'il n'y a pas sur Bitcoin. Sur Bitcoin, la finalité est probabilistique. C'est-à-dire que elle augmente en fonction du hash rate. Quelqu'un qui a 51% du hash rate sur Bitcoin peut réorganiser la blockchain. Il a le pouvoir sur la blockchain. Du coup, c'est probabilistique. C'est-à-dire que plus le hash rate augmente, plus on est certain, plus on a l'assurance plutôt que nos transactions ne seront pas réécrites. Mais il n'y a jamais ce niveau de sécurité 100%. Même sur le déterministique, il y a des cas, voilà, on peut faire un hard fork. En fait, sur le déterministique sur Ethereum, c'est le social layer qui décide. C'est-à-dire que c'est le hard fork, comme ça s'est passé en 2016. On peut réécrire la blockchain en faisant un hard fork, mais ça veut dire que tous les acteurs sont d'accord pour partir sur le hard fork. Donc, c'est de la démocratie, quoi, au final. Alors que sur le proof of work, encore une fois, si tu as 51% du hachage, même si c'est quasiment impossible aujourd'hui, là, vraiment, c'est de l'enculage de mouche sur la sécurité, parce qu'on sait que ça arrivera jamais, mais je trouve ça hyper intéressant. On peut quand même réécrire. Encore une fois, pareil, on dit que c'est plus simple de centraliser, enfin d'avoir du stake que des machines. En vrai, le débat, il y a un vrai débat, parce qu'on peut déjà on peut louer des machines. Et puis ensuite, ok, tu veux, je sais pas, 51% du stake sur Ethereum, mais il faut que tu l'achètes. Il faut que tu l'achètes sur un marché libre. Donc tu vas faire énormément monter le prix. Ça va être impossible. Dans tous les cas, ce sont des blockchains qui aujourd'hui ne sont pas hackables. C'est juste intéressant de voir que le Proof of Stake a des mécanismes qui le protègent. Et il y a un mécanisme de plus dont Abdel a bien parlé, de Starknet. Malheureusement, il y a très peu de... Là, je vais parler du social layer. Il y a très peu de documentation sur le social layer parce que c'est intangible. Ce qu'on appelle le social layer sur Ethereum, c'est unique, hein, personne d'autre n'a un social layer. C'est la communauté Ethereum, c'est-à-dire les validateurs, tout le monde, les proposeurs, les users, les holders, tout le monde, c'est eux qui décident du futur d'Ethereum. C'est pas la fondation, c'est pas comme sur Solana. Et ce social layer, il décide de ce que va devenir Ethereum. S'il y a un besoin d'hard fork, si jamais un acteur commence à voir... on commence à avoir un acteur qui a trop d'Ethereum, on peut faire appel au social layer et le slasher. C'est une possibilité. On peut dire, bah non, cet acteur on veut pas, on fait un vote et on le slash. Et ça, c'est une puissance quand même. Ça veut dire qu'il y a une vraie démocratie, même si on veut pas que ça arrive, parce que ça reste de la censure quand même, hein, faut pas l'oublier. Mais c'est quelque chose qui protège les valeurs d'Ethereum. Et n'importe quoi qui arrive, on aura toujours le social layer d'ailleurs, et c'est pas la fondation. Encore une fois, c'est pas la fondation, c'est vraiment des gens comme vous et moi, et c'est ça qui est beau. C'est vraiment ça, Ethereum, c'est rester le plus décentralisé, le plus sécure et le plus démocratique. On ne veut pas que la fondation gère tout, c'est pas du tout le but. La fondation est toujours restée derrière. D'ailleurs, vous ne pouvez pas rencontrer la fondation sur Ethereum. Il y a pas, souvent on pense que Vitalik c'est un CEO ou quoi, non, ça n'a rien à voir. Hein. C'est pas Vitalik qui décide, c'est pas du tout Vitalik. C'est plein de gens, plein de chercheurs qui travaillent un peu de chaque côté, qui essaient de s'organiser pour faire avancer Ethereum. Mais il y a pas, c'est pas comme sur Solana où il y a Anatoly qui fait un peu ce qu'il veut et puis après ça peut être critiquable parce que du coup la blockchain avance moins bien que Solana par exemple. Il n'y a aucun souci. Mais c'est hyper intéressant de voir à quel point ce sont des cypherpunks dans l'idée. Et ça, je pense que ça ne bougera jamais. Bref, je me suis un peu perdu. De base, je voulais parler de finalité. Pourquoi le Proof of Stake c'est mieux, mais on va aussi parler d'autres choses. Pourquoi le Proof of Stake c'est encore mieux. Alors, attendez, parce que la musique, tac. Sur le coût de la blockchain. En clair, quand Ethereum était en Proof of Stake, en Proof of Work, pardon, elle devait payer ses mineurs très cher. Imaginez, en fait, vos mineurs, c'est des employés. Que ce soit des validateurs, que ce soit des mineurs, ce sont des employés à payer. Ça, c'est un truc que les gens ont du mal à intégrer, mais c'est le cas. Il faut les payer, sinon ils ne restent pas. Imaginez, maintenant, vous avez des employés qui dépensent 100 fois plus pour venir valider chez vous, pour venir travailler chez vous. Je sais pas, parce qu'ils consomment beaucoup trop d'essence. Évidemment que ça va coûter beaucoup plus cher à votre entreprise, à votre blockchain, en supply. Et donc, Ethereum a fait le choix de passer en Proof of Stake parce que,
en tant que layer 1 de smart contract, elles cherchent à toucher des institutionnels qui, eux, ne veulent pas alourdir leur bilan carbone en utilisant une blockchain qui dépense un max. C'est pas leur but. Et du coup, on le voit très bien ici, on a eu de burning sur Ethereum à partir de août 2021. Si on regarde la supply de Ethereum, elle n'a pas arrêté d'augmenter. Hein. C'est à partir de The Merge, donc à partir du moment où on est passé en Proof of Stake, qu'on a commencé à descendre. Parce que ça coûtait trop cher. Ça coûte trop cher d'avoir une blockchain en Proof of Work. Et c'est un truc, vraiment, les gens, ils ont du mal à comprendre. Si tu veux une blockchain rentable, tu peux pas faire du Proof of Work. Ou alors, il faut beaucoup trop de transactions et beaucoup trop de fees. Ethereum n'est absolument pas rentable. Ethereum n'a pas de... Bitcoin n'a pas de burning. Mais voilà, c'est ça la supply de Bitcoin. Après, c'est sa proposition de valeur, donc il n'y a aucun souci. Mais pour Ethereum, c'est pas sa proposition de valeur. La proposition de valeur, c'est les smart contracts. Donc, le but, c'est d'être rentable. Le but, c'est de pas trop dépenser, et pour autant, quand même dépenser pour être assez décentralisé et sécure. Parce que sinon, on fait comme Tron. Hein. Tron est très rentable, on le voit ici. Tron est très rentable, c'est la deuxième blockchain la plus rentable derrière Ethereum, mais elle a 100 validateurs. Elle a 100 validateurs, donc elle a très peu de frais. Solana, qu'on voit ici d'ailleurs. Hein, ouais. Bref. Donc c'était un très bon choix de partir en Proof of Stake, même s'il y a eu énormément de FUD. Aujourd'hui, plus personne ne FUD là-dessus. Et ça va être pareil pour les L2. Je suis sûr qu'on fait un bon entente dans 2 ans. Tous les gens vont retourner leur veste sur les L2. Parce que Ethereum est trop en avance. Ils savent où ils vont. Et les gens qui FUD sur Ethereum n'ont pas le cerveau aussi gros que les gens qui bossent pour Ethereum. Ethereum, c'est non seulement le plus gros networking, c'est-à-dire qu'ils ont les plus gros cerveaux autour d'eux. C'est un truc peut-être qu'on remarque pas si on n'est pas trop dans la blockchain, mais tous les meilleurs projets bossent autour d'Ethereum pour le moment. Solana commence à avoir aussi des bons projets, mais ça fait pas longtemps. Mais Ethereum a tendance à regrouper les gros cerveaux. C'est même un truc que le CEO de Solana dit, hein, tout le monde le sait. Il y a un networking, un effet de réseau autour d'Ethereum. Ça se voit même sur sa TVL. Ethereum représente 55% de la TVL globale, de toutes les L1. C'est un monstre, et je trouve ça ouf de voir des gens dire que c'est un dinosaure et qu'il va crever. C'est absolument pas le cas. Ne serait-ce que par effet de réseau, et surtout parce qu'il est en train d'avancer très vite. Mais ça, on en parlera dans d'autres épisodes. Au départ, en 2022, Ethereum voulait faire du sharding. Ils en ont parlé très rapidement, et ils ont vite fait abandonner. Parce que, comme je l'ai expliqué dans la finalité, le consensus, ça prend du temps. On veut que ça prenne du temps parce qu'on veut que ce soit sécure. Le sharding, c'est un peu, imaginez, vous avez une caissière dans un magasin, et au lieu d'avoir un tapis roulant, elle en a 4. Imaginez ça. Voilà. Alors, elle va beaucoup plus vite, certes, mais c'est possible qu'elle rate un article, ou alors elle lui donne un mauvais prix ou quoi. Et c'est ça le sharding. C'est-à-dire qu'on va aller beaucoup plus vite, mais on finit sur le même état. C'est 4 états différents, 4 blockchains un peu différentes, mais qui finissent sur le même état. Et du coup, ça surcharge le consensus. C'est-à-dire qu'on demande au consensus d'aller 4 fois plus vite et de s'organiser beaucoup plus vite. Ça, c'est pas viable. C'est pas un modèle viable. Il y a plein de gens qui remettent en question le sharding. Je sais que pareil, en France, on a un peu du mal avec ça. On est encore resté sur le sharding, mais c'est pas un modèle viable. En tout cas pour Ethereum, parce qu'il veut rester décentralisé et sécure. Et du coup, Ethereum a très rapidement lâché cette idée, et il est parti plus sur du Layer 2 qui venait de naître avec le roll-up et tout ça. Je vais pas en parler aujourd'hui, parce que ça mérite tout un épisode. On va parler des Layer 2, des blobs et tout ça. Mais voilà. Comme ça, vous savez pourquoi Ethereum a abandonné l'idée du sharding. Ça surcharge le consensus, et on ne veut pas surcharger le consensus. On ne veut pas faire de trade-off, c'est-à-dire qu'on ne veut pas abandonner de la décentralisation ou de la sécurité au profit de frais bas ou de rapidité. Ça, c'est un truc qu'il faut intégrer. C'est pour ça que Ethereum est cher et lent. Et c'est quelque chose qui va s'améliorer, hein, mais petit à petit, et en étant sûr que ça n'abîme pas la décentralisation ou la sécurité. Parce que c'est sa proposition de valeur, en réalité. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Ici, on a la roadmap quand même la roadmap roll-up symétrique. Pareil, je ferai tout un épisode là-dessus, c'est hyper intéressant. Mais vous avez l'idée. Ethereum, c'est la blockchain, déjà, qui a le plus de TVL, qui a le plus de mindshare, qui a le plus de cerveau.
c'est celle qui fait aussi le plus de revenus et qui ne veut absolument pas abandonner la décentralisation ou la sécurité. Et on va voir comment ils font avec cette roadmap Layer 2 et pourquoi ça aussi c'est souvent très mal compris. Voilà, j'espère que vous avez quand même suivi. Il y a un moment où on est rentré un peu dans les détails, mais il fallait que les choses soient dites et que ce soit un peu mieux compris, parce que voilà, il y a des idées reçues. Et je trouve ça vraiment très intéressant. C'est vraiment une blockchain qui est passionnante, et ce qui se passe en ce moment autour, c'est encore plus passionnant. Donc on va vraiment s'éclater pendant les prochains épisodes. Là, je voulais remettre les bases pour pouvoir enfin passer au niveau supérieur. Et on se voit pour un prochain épisode. Ciao, ciao.